Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Et bonjour à toutes et à tous. On espère que vous allez bien. Salut Jérémy. Salut Laurent. Ça va bien? Ça roule et toi? Bah écoute, ça va. Un petit peu intensif avec la quête en ce moment. Ah putain, c'est vrai. On s'ennuie pas de ouf là. Non, c'est clair. C'est vraiment plein de bonheur. Ouais, bah, franchement, j'aime bien. Hein. Ça, c'est comme on dit tout le temps, être en mouvement, c'est le plus important. Et là, pour le coup, on est constamment en mouvement. On va pas se mentir. Mais voilà, toujours fidèle au poste. Hein. Non, c'est clair. Alors aujourd'hui, Jérémy, on se retrouve pour un épisode hors série. Absolument. Mais pas complètement hors sujet. Parce qu'en fait, en réalité, on va vous parler un petit peu des coulisses, tout simplement, et puis vous expliquer aussi pourquoi aujourd'hui Jérémy a troqué sa tablette graphique complètement pour des micros de podcast et un enregistreur. Ouais. Et on va parler de tout ça. Mais avant de démarrer, Jérémy, j'avais envie de parler un petit peu avec toi de l'histoire de Derek Sivers, qui est l'auteur de Anything You Want, qui est un bouquin qui est assez majeur finalement dans nos réflexions, parce qu'il aborde une thématique qui est vraiment importante. C'est le fait que quand tu te lances dans une activité, si t'apportes pas l'ingrédient qui s'appelle la générosité, et ben il faut avoir de sacrées idées pour développer quelque chose qui peut aller loin. Alors que la générosité, en fait, elle a un tel potentiel dont on se rend pas compte en fait au début, parce que la générosité, elle fait appel aussi à l'idée de servir les autres pour pouvoir servir son propos et surtout servir son besoin. Le besoin, qu'est-ce que ça te dit comme mot? Pour moi, le besoin, c'est les tripes, c'est le ventre, c'est sortir de la tête et aller dans le corps, quoi. C'est viscéral, en fait. Est-ce que c'est pas, en fait, la vraie réponse à qu'est-ce qui te pousse à sortir du lit le matin? Est-ce que c'est pas le besoin? Parce qu'en fait, on tourne autour du pot depuis le début de Sens Créatif, mais est-ce que c'est pas ça la réponse à la question? Si, c'est clair. C'est d'aller chercher ce qui est viscéral. Et c'est vrai que quand on dit oui, mes enfants, mon petit café, why not? Mais en réalité, c'est vrai que ce que j'ai toujours essayé de chercher, et ce qu'on essaie de chercher aussi, c'est ce qui est de l'ordre du viscéral, du besoin, et pourquoi on se lève le matin. Ouais, voilà, ouais. Alors, dans l'histoire de Derek Sivers, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que à la fin des années 90, c'est un musicien indépendant qui connaît son petit succès, mais qui a un souci en fait. Il en a marre des labels, parce que lui il veut rester indépendant justement. Il veut pas se mettre dans un cadre qui lui correspond pas, tout simplement. Et il décide de vendre lui-même ses propres CD en ligne. À l'époque, ça n'existait pas. Il y a pas Napster, il y a pas tous ces trucs-là. Et en fait, il crée sa petite boîte qui s'appelle CD Baby, et il démarre ça tout seul. Et en fait, il y a des copains à lui qui trouvent ça génial. Ils lui disent: mais écoute, t'as une super idée, et moi aussi je galère, j'arrive pas à vendre mes CD. Est-ce que je peux passer par toi pour vendre mes CD? Lui, il dit: no problème, les gars, je vous aime bien. Et ben, on va se monter un petit système comme ça de vente en ligne de CD. Et de fil en aiguille, bah forcément, ça attire aussi d'autres personnes. Il crée un petit mouvement. Et le mouvement, donc, ça appelle ce qu'on appelle un premier follower, qui fait que du coup, ça devient quelqu'un qui lui fournit finalement les premiers éléments. Puis il est suivi par d'autres personnes après. Le mouvement appelle le mouvement. Le mouvement appelle le mouvement, voilà. Et du coup, CD Baby devient une vraie boîte qui vend des CD en ligne. Et parti sur cette philosophie-là, à laquelle il accorde énormément d'importance, en 2000, donc il a démarré en 98, et en 2000, en fait, il emploie une première personne. C'est-à-dire qu'il devient vraiment un patron avec un employé. Truc vraiment incroyable. Et 8 ans plus tard, il revend CD Baby pour 22 millions de dollars. Voilà, c'est tout ce que je vais faire, mon gars. Je te le souhaite. N'empêche que ce qui est vraiment assez hallucinant, c'est que ça part vraiment d'un besoin personnel.
Ouais. qui va toucher d'autres personnes et qui va générer derrière en fait un mouvement qui va faire que le projet en fait va prendre des nouvelles formes et des nouvelles formes et des nouvelles formes. Et pourquoi il revend son projet au bout d'un moment? Parce que Derek Sivers en fait, il ne supporte pas le poids du succès. Je pense qu'il est un petit peu comme tous les artistes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand la machine devient une machine, en fait, on perd l'intérêt des choses. Et là où dans son histoire, il y a une chose intéressante à retenir, c'est que c'est quelqu'un qui sait quand s'arrêter et quand passer à autre chose. Oh punaise, c'est un gros sujet ça. Hein. C'est un gros sujet, voilà, vraiment un gros sujet. Et quelque part, c'est quelque chose qui t'a inspiré et c'est quelque chose surtout que tu as mis en action. Et ben on va en parler ensemble, Jérémy. Voilà. Quelle surprise. Tu vas nous expliquer pourquoi tu étais illustrateur et aujourd'hui il faut t'appeler Monsieur le podcasteur. Ouais. Oh punaise. Oui, bah écoute, sur la quête, notre bootcamp là, qu'on fait en collaboration avec elle, on parle aussi parfois du fait de créer pour se révéler, creating to unfold your inner self. Et j'aime bien aussi parler du fait de tomber amoureux et de se mettre en mouvement. Et moi, depuis que je suis petit, je fais partie comme beaucoup de ces personnes qui savaient bien dessiner et qui ne se sont pas arrêtées, qui ont décidé d'en faire quelque chose. Et je pense que je tirais beaucoup de ma gratification personnelle et de mon ego, je sais pas quoi, dans le fait de savoir bien dessiner. Et puis jusqu'à en 2013 en faire mon travail professionnel. C'est là où on s'est rencontrés, toi et moi d'ailleurs, en 2013, en mode comment faire pour devenir illustrateur professionnel. Et pour moi, après 3 années à être graphiste. Mais d'ailleurs à l'époque, Jérémy, enfin tout ce que je t'ai dit, c'était des conseils de quelqu'un, donc moi en l'occurrence, qui était le nez dans le guidon de ce travail en fait d'illustrateur. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, donc je t'ai vraiment donné les conseils pragmatiques. Hyper pragmatiques. Voilà. Au moment de 2013, donc c'est-à-dire que oui, c'est ça. C'est inscrit dans une période. C'est ce qu'on connaît encore maintenant. Ouais, oui, ça a pas mal changé aussi depuis. Mais ouais. Pour moi, vraiment, j'y suis allé. J'ai toujours été quelqu'un de très tout ou rien, pas de plan B. Faut y aller à fond pour que ça marche. C'est pas notre why pour le coup, hein, le pourquoi on faisait les choses. Non. On y pense pas trop. Pourquoi c'était je veux gagner de la thune en faisant de l'illustration, voilà. Ouais, parce que ça a l'air formidable de juste pouvoir. Ça a l'air possible a priori, donc pourquoi s'en priver? Et donc, je me suis lancé à corps perdu là-dedans. Ça m'a beaucoup plu. Quand je me suis lancé, j'avais pas d'enfant et j'avais une grosse énergie. Et puis donc, là, les auditeurs et auditrices de Sens Créatif connaissent un peu l'histoire, mais grosso modo, j'ai mon premier enfant en 2018. C'est un choc. Ça m'occupe beaucoup. Tellement que je galère un peu professionnellement et financièrement et je me pose la question, est-ce que je continue ou pas? Et en fait, entre deux, j'ai découvert les podcasts. Donc en 2015, 2016, big up à Andy J. Pizza, justement, avec Creative Pep Talk qu'on connaît tous les deux et qu'on affectionne tout particulièrement. Qu'est-ce qu'Andy il t'a apporté en fait à son écoute avant même que tu ailles le rencontrer, que tu fasses un bootcamp avec lui? Qu'est-ce que les premières écoutes, qu'est-ce que ça a créé chez toi en fait? C'était dingue. C'est dingue parce qu'il y avait quelqu'un que déjà, on a beaucoup de choses en commun dans notre vie personnelle, donc on se rejoignait aussi beaucoup d'un point de vue personnel et idéologique et philosophique. Et puis, ce podcast hyper entraînant, hyper concret, vu que moi, mon enjeu de base, depuis que je suis petit, c'est un enjeu économique. Et vu que c'est un ricain, ils sont là pour faire du pognon, mais pas que. Et en fait, Andy... il y avait quelqu'un comme ça qui soudainement à l'autre bout je sais plus comment j'ai découvert les podcasts en fait, mais je me suis rendu compte qu'en tapant dans un moteur de podcast n'importe quel mot, il y avait non, je pense que c'est Andy lui-même parce qu'on
correspondait déjà avant, qui m'a dit tiens, je viens de lancer ce truc, ça va peut-être t'intéresser, voilà, c'est ça. Et puis ça a été un vrai compagnon pendant pas mal d'années. Pendant 2015, je pense qu'il l'a lancé en 2014. Enfin, je dirais entre 2014 et, sachant que je me suis lancé en 2013, entre 2014 et 2019 facilement, ça m'a vachement accompagné et ça donnait des clés en termes d'entrepreneuriat. Alors le truc, c'est que c'est vachement connoté américain, que le marché français est un peu différent, mais en tout cas, vu que il a ce truc très existentiel, très philo, ça va dans les tripes justement avec Andy, introspectif, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup aidé. Mais ça n'a pas empêché le raz-de-marée qui était mon premier enfant à c'est bien beau d'avoir de l'entrain et d'être un self-made man à l'américaine, et c'est un sujet qui va revenir plusieurs fois dans mon parcours, justement ce côté un peu mythe du self-made man et les limites du marché, de qui on est, c'est ça, très j'ai toujours été très DIY. Et là en fait, vu que j'avais aussi bénéficié de plusieurs mentors, donc Andy J. Pizza, Mike Stefanini, Claude et toi-même, qui pendant plusieurs années, vu que vous aviez plusieurs longueurs d'avance, vous m'avez toujours vachement encouragé, aidé. Et en fait, quand j'étais en période de crise, là, je me suis dit bon, je vais de nouveau me tourner vers mes mentors, mais c'est pas possible, je suis sûr que je suis pas le seul. Et vu que j'ai beaucoup bénéficié de vous, mais également des podcasts, je me suis dit comment allier les deux. Et aussi, c'est drôle parce que je pense qu'une année avant de lancer le podcast, ou 2 années avant, j'avais commencé un blog où je partageais un peu mon expérience, et je commençais un petit peu à en avoir marre. Alors à mon humble échelle, en fait, en réalité, c'était minuscule, mais j'en avais déjà soupé du fait qu'on me posait tout le temps les mêmes questions. Donc, je faisais des articles et je disais, voilà, j'en ai parlé dans tel article, je vais acheter un œil là. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais en faire des podcasts pour que ça puisse, comme les petits cailloux du petit poussé, servir à d'autres. Et c'est comme ça que j'ai lancé Sens Créatif. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, non, c'était comment? Oui, c'était comment je suis passé d'illustrateur à plein temps à podcasteur. Ouais. Donc en fait, je me suis pris au jeu, ça m'a vachement plu. C'était le fait que toute une communauté comme ça, au fur et à mesure, se fédère autour de mon projet. C'était hyper touchant, hyper gratifiant. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait quelque chose, en fait, que quand je l'ai vraiment fait comme beaucoup de projets qui, entre guillemets, marchent comme Derek Sivers, quoi, quelque part, la bouche en cœur, en mode tiens, et si je faisais ça, je trouve qu'il y a un manque, allons-y. Et en fait, c'est un petit peu tout le propos aussi de Derek Sivers, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un big plan pour faire des choses. Le besoin, en fait, se suffit en lui-même, quoi. Moi, j'avais un besoin, justement, qui était de sauver ma fucking peau d'illustrateur. C'était vraiment ça, en fait. C'était genre, j'ai une bouche de plus à nourrir. Et c'est peut-être même ça, quelque part, s'il y a un petit secret, c'en est un, c'est de se dire, finalement, c'est peut-être mieux de pas avoir de plan et de juste se focaliser sur le besoin, puis au moins de l'explorer à fond, quoi. Ah, mais pas lâcher le truc. Moi, c'est quelque chose que j'observe beaucoup dans les projets qui marchent à force d'étudier le sujet toutes ces dernières années, c'est que la plupart des projets qui marchent souvent partent d'un besoin et partent avec une impulsion assez spontanée. Après, évidemment, faut penser en termes de stratégie. C'est notamment ce que Andy m'a beaucoup apporté avec justement. C'est pour ça que Sens Créatif, la tagline, c'est le podcast qui explore les motivations, donc le côté introspectif, et les stratégies pour rajouter des couches à notre gâteau au chocolat pour que ça fonctionne et faire les choses à raison et intentionnellement. Et moi, quand j'ai architecturé Sens Créatif, certes, il y avait une impulsion et un besoin, mais j'ai quand même mis en pratique tout ce que j'avais appris auparavant en tant qu'illustrateur, avec mes 2 fanzines que j'avais fait précédemment, avec le fait de collaborer avec d'autres illustrateurs qui voulaient collaborer à qui j'ai demandé de collaborer à mes fanzines et qui étaient d'accord, le fait que je me rende compte que j'appréciais vachement correspondre avec eux, que c'était hyper grisant de pouvoir être au contact de ces personnes, le fait d'organiser des soirées de lancement et que les gens venaient, le fait à droite à gauche j'avais fait quelques petits talks et ça avait l'air de prendre en fait. Donc en fait
en fait, c'est le fait de conscientiser qu'il y a peut-être un petit quelque chose chez moi. Et j'en ai déjà parlé à droite à gauche, mais j'ai vraiment eu un moment de bascule où j'ai longtemps été complexé par le fait que j'étais bavard. On m'a souvent fait ce retour plus jeune. Ah là, Jérémy, qu'est-ce que t'es bavard? Où est-ce que tu vas chercher tout ça? Même quand j'écrivais des mails, j'étais capable d'écrire des romans et tout. Même toi et moi, quand on correspondait en 2013, on s'envoyait des pâtés. C'était un truc de ouf. Et aujourd'hui, j'ai plus le temps d'écrire des pâtés. Je fais des podcasts, c'est un peu plus rapide. Mais on disait de fermer ta gueule de temps en temps. C'est ça, parce que tu ouvrais un peu trop. Voilà. Ouais. C'était quand même une petite vulnérabilité qui questionnait, quoi. Bah en fait c'était plus fort que moi, c'est comme Sega. En fait je parlais beaucoup et je pouvais pas m'en empêcher et de temps en temps mes proches pouvaient me faire le retour en effet que je parlais beaucoup et que ça pouvait parfois être invasif quoi, ce que je comprends. Cela dit aussi, on m'avait aussi fait le retour que c'était, si je puis me permettre, intéressant quoi. Donc du coup c'est pas comme si je me disais je raconte que des bêtises en fait. Donc je me suis dit tiens, comment canaliser en fait ce désir de partage, de connexion à l'autre et et donc le podcast était tout indiqué. Puis j'aimais bien le côté vulgarisateur, accessible, gratuit. Il y a voilà côté très accessible qui m'est cher, une énergie assez horizontale où on sort d'une énergie pyramidale pour rendre le savoir accessible à tous. Et en fait, ça m'a plu de ouf. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que donc ça, c'est ma vie professionnelle. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en parallèle des podcasts sur l'illustration, ça faisait des années. Vraiment en parallèle, on a tous nos sujets un peu nerd, on geek et tout. Les podcasts m'ont ouvert deux univers, ceux de l'illustration et de l'entrepreneuriat, et ceux on va dire, d'élargir mes horizons au niveau des croyances. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un contexte donc protestant évangélique relativement conservateur, avec une vision du monde assez claire, nette et précise, et ça déborde pas. Je me souviens même du jour où on en a parlé au resto. Et on a vraiment c'est vrai, parlé du sujet de la foi, puis justement de tout ton vécu, quoi. Ouais, c'est vrai. Je me souviens très bien. C'était sûrement un restaurant asiatique comme à notre habitude, mais je le visualise encore. Je sais plus. Je le visualise encore. Pour moi, c'était un big deal de t'en parler. Mais oui, vraiment, ouais, vraiment à ce point-là, même avec le recul, c'était c'est quoi, tu t'étais dit bon là, c'est le jour où j'en parle à Laurent. Mais c'est parti. Ouais, en fait, faut comprendre que quand t'as grandi dans un contexte religieux assez fermé, assez normatif, assez conservateur, tu te retrouves, en tout cas, t'as toujours l'impression. Pour expliquer à nos auditeurs et aux auditrices, je savais que évidemment Jérémy était protestant, mais j'ignorais la particularité de son protestantisme. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'être protestant soit souvent un peu bonne presse. Être évangélique a quelque chose de beaucoup plus connoté dans les médias et dans l'inconscient collectif, notamment en France. Mais oui, on a ce modèle aussi américain de l'évangélisme. Voilà. Et qui est problématique à juste titre, à bien des raisons. Mais en tout cas, je l'avais pas conscientisé à l'époque, et donc du coup, j'avais cette identité, ce bagage qui était le mien, auquel j'adhérais. J'avais conscience qu'il était un peu en porte-à-faux avec la culture ambiante. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'avait toujours inculqué, quoi. Que quelque part, on serait toujours en décalage, en opposition, en réaction, qu'on pourrait pas être compris, qu'on serait au pire persécuté, au mieux incompris. Donc, j'avais conscience de ça, et c'était presque une forme le mot honte est peut-être un peu fort, mais en tout cas, je savais pas quoi foutre de ce truc qui, justement, au moment où je t'ai rencontré, pas encore à ce moment-là, mais genre quelques années après, justement, en fait, je dois beaucoup au podcast. C'est pour ça que j'ai une grande affection pour les podcasts, c'est-à-dire que il y a eu quelques événements dans ma vie personnelle
qui ont fait que mes croyances ont été par moments chahutées et chamboulées. C'est pas le propos aujourd'hui, ça me regarde. Mais les podcasts m'ont ouvert en fait à une compréhension du monde beaucoup plus vaste. Et je me suis rendu compte que la vision du monde, notamment avec le bagage religieux qu'on m'avait légué, il y avait des choses intéressantes, mais qui étaient beaucoup plus larges en fait. Que le monde, il était beaucoup plus large et aussi pas aussi binaire et pas aussi clair et net et pluriel et multiple et beaucoup plus beau aussi que ce danger constant que éventuellement on m'avait par moment inculqué. Et en fait, c'est venu comme ça a été un vent d'air frais et un choc. Pour donner une illustration, j'aime bien, si vous avez regardé la série Unorthodox sur Netflix, elle est absolument formidable. C'est vraiment l'histoire de cette jeune fille qui grandit dans une communauté juive hassidique à New York et qui quitte cette communauté et qui part à Berlin pour ses études de musicologie, si je me trompe pas, et qui soudainement découvre un monde qui est juste le monde normal et qui n'est pas aussi horrible que celui qu'on lui avait décrit et qui était beaucoup plus complexe et il y a des choses bien, des choses moins bien, mais en tout cas le monde qui s'ouvre. Et en fait, les podcasts étaient donc évidemment américains parce que la culture protestante évangélique est majoritaire aux US. Là où le catholicisme est beaucoup plus implanté en Europe, là-bas c'est l'évangélisme. Et donc du coup, c'est normal que vu qu'ils sont aussi souvent 10 ans en avance de nous, que quelque part, ils se sont mis à détricoter le machin. Et donc il y a des podcasts sur le sujet. Ah bah de ouf en fait. Et sachant qu'il y a une spécificité qui est, on parle souvent sur Sens Créatif ou même dans la quête notre bootcamp de la magic touch ou c'est quoi votre singularité, vos ingrédients. Moi, il faut que vous sachiez que un truc qui m'a beaucoup formé, qui m'a beaucoup apporté, c'est la musique alternative chrétienne. Donc c'est-à-dire que j'ai grandi dans quelque chose. C'est une niche. C'est une niche. Et je pense qu'il y a, en tout cas pour l'adolescent que j'étais, il y avait des choses que je trouvais relativement kitsch dans la culture religieuse qui était la mienne. Là où le punk, le hardcore, le metal, le rock chrétien, ça sonne désuet, mais quand j'étais adolescent, c'était mon seul accès à une forme de coolitude en fait. C'était genre et vraiment les Américains parce que c'est des fichus capitalistes. Il y a des groupes très cool. Hein. Voilà, c'est ça. C'est que en fait. Il y a toute une industrie du disque et de la musique chrétienne aux US. Et en fait, il y a des groupes vraiment hyper cool. Et ça me permettait, moi, quelque part, de redorer mon blason, d'avoir... tu sais, quand t'écoutes du punk ou du hardcore, t'es déjà dans une niche. Et moi, j'écoutais du punk hardcore chrétien, des mecs qui hurlent dans des micros pour soit partager leur malaise ou pour évangéliser quoi, grosso modo. Oui, puis, ça nourrissait ton âme d'artiste. Tout à fait. Âme d'artiste. Non mais c'est vrai. Âme d'artiste. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que c'est tout ce qui constitue finalement ta culture d'adolescent en fait et de jeune adulte quoi. T'as besoin de t'identifier. La sous-culture, tu vois, la sous-culture. C'est ça, oui. Moi, ça m'a fait perso, quoi. Et puis, c'était avant les réseaux sociaux et tout. Donc, moi, j'ai été nerdé sur des labels, je téléchargeais QuickTime pour regarder des clips vidéo parce que YouTube n'existait pas. C'est ce qui t'a donné envie de faire des pochettes de disques aussi. Exactement, oui. Oui, tout à fait. Ouais, ça vient de là. Mes maîtres. Même si t'en as pas fait, finalement. J'en ai déjà parlé sur Sens Créatif, Invisible Creature, le duo de frères là de Astérix Studio. En fait, c'était un studio de design qui était implanté dans le plus gros label de musique chrétienne alternative Tooth and Nail et Solid State Records aux États-Unis à Seattle. Et en fait, c'était juste des génies qui faisaient toutes les pochettes d'albums de ces groupes que moi je bouffais. Et c'était aussi dans un groupe de métal appelé Demon Hunter, chasseur de démons, littéralement. Cela dit, ils sont très très cool. Et donc du coup, pour moi, c'était le combo absolu quoi. Et donc vachement influencé par cette culture-là, j'ai découvert un podcast qui s'appelait The Bad Christian Podcast, qui était donc mauvais chrétien podcast, qui était grosso modo, je la fais super courte, mais des mecs issus d'un groupe de démo hardcore chrétien dont l'église avait implosé,
la communauté, vraiment un drame, un truc assez compliqué, des enjeux de pouvoir, un truc assez moche. Marshall Church à Seattle. Et en fait, eux, ça les a aussi bousculés dans leur foi, dans leurs convictions, le fait que ça explose comme ça et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient assez vilaines. Et en fait, ils se sont mis à faire un podcast pour questionner toutes les personnes dans cette industrie, qui sont évidemment des groupes qui sont nés dans des groupes de jeunes issus de communautés évangéliques. Ils étaient bons musicalement, ils ont commencé à tourner aux États-Unis, puis ils ont commencé à tourner avec des groupes qui partageaient pas leurs valeurs, puis ils ont commencé à tourner à travers le monde. Et puis en fait, ils sont allés en Europe, au Japon, partout, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'autres compréhensions du monde différentes. Et donc, il y a eu beaucoup de ces groupes qui, entre guillemets, ont perdu la foi ou qui, du moins, ont revisité leur foi. Et donc, moi, j'ai ce podcast qui, avec tous ces groupes que j'ai nerdés quand j'étais plus jeune et que je continue encore toujours de nerder à droite à gauche, qui partageaient ça. Donc, moi, j'étais genre, waouh. Et puis, ce podcast, au fur et à mesure, il s'est ouvert. C'était pas que de la musique, c'était finalement, ils ont commencé à inviter des auteurs, des autrices, des théologiens, des activistes. Et donc, c'était le premier podcast de déconstruction religieuse, c'était mon angle. Et donc, ça m'a permis d'ouvrir mes horizons. Et puis, tel podcast invite tel autre podcasteur, et puis, et ainsi de suite. Et donc, en fait, ça a ouvert mon univers. À un moment, ça sort de la bulle, et puis ça transperce la bulle, et puis du coup, ça va toucher plein d'autres sujets dont t'avais absolument pas idée. Tu dis, ah, ok, d'accord, ok, bang, 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 bang. Bah, c'est ça. Et donc, en fait, j'ai continué mon enquête, c'est-à-dire que, bon, en fait, il y avait le vrai plaisir geek du côté musique, mais après, au fur et à mesure que ta compréhension du monde s'ouvre sur, certaines de tes croyances que tu pensais fondamentales et qui étaient, bon, le monde dans lequel je vis souvent n'a pas l'air de vouloir l'accepter, mais c'est ça la vérité, ok. En fait une forme de, en fait il y a plein de points de vue qui se valent, etc. J'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé aussi à m'ouvrir à plus de compréhension du monde. Voilà, je me répète. Puis le fait de vivre à Paris aussi. Et ça boue, quoi. Il y a beaucoup de, c'est vraiment comme la fille dans un orthodoxe qui va à Berlin, quoi. Le fait de quitter ma bulle, parce que c'est une vraie bulle, hein. Faut vraiment le dire. C'est une bulle très protectrice, très chaleureuse, une communauté très aimante, très soudée, très solidaire. D'ailleurs, t'as fait partie aussi d'un collectif artistique dans le cadre évangélique. Oui, tout à fait, oui. Je les salue s'ils se reconnaissent. Donc tu avais déjà en fait l'expérience de la communauté en fait artistique avant Sens Créatif. En fait, il faut comprendre que vu que tout mon univers tournait autour de ça, j'ai essayé de toutes mes forces de faire coïncider quelque part cette âme d'artiste à travers laquelle je m'étais construit depuis que je suis petit, et ma foi en fait. Et j'ai essayé de faire coïncider ça dans le cadre de ma communauté de vie, quoi, ma communauté religieuse, avec les valeurs qui étaient les miennes à l'époque. Et puis, en fait, ma compréhension du monde s'ouvrant de plus en plus, et aussi, chemin faisant, je commençais à sentir les limites du système, et aussi le côté très contraignant et le côté sclérosant de certaines positions, et le fait que le côté autoritaire, justement, c'est comme ça et pas autrement, et aussi le fait que le but, et c'est ça qui m'a posé problème dans mes plus jeunes années, c'était le fait d'instrumentaliser la créativité, l'art, au service d'une idéologie. C'est-à-dire que si tu étais artiste, c'était très bien, mais il fallait que ce soit au service de la foi, de l'Église, c'était de l'évangélisation, quoi. C'est ça. Le message, c'est pas le tien, et c'est un problème. Voilà. Et le message, c'est pas le mien, mais par contre, tu peux mettre tes talents au service de ce message. Et pendant longtemps, ça m'a été, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était, ça devenait, c'était tout sauf vulnérable en fait. C'était c'est raconter une histoire en connaissant la fin, en fait. Il y a pas de fin ouverte. C'est le but est toujours le même, c'est de convertir l'autre à son point de vue, en fait. Donc on n'est pas dans de la générosité, on est dans de l'argumentaire, on est dans de la manipulation, dans de la stratégie.
dans de la conversion, dans une forme d'impérialisme, dans une forme de violence, j'ose le terme. Et là où quelque part il y avait peut-être quelque chose de bon dans cet évangile qu'on m'a transmis, là où je me rendais compte que c'était instrumentalisé, que quelque part la culture d'église avait presque il y a un côté communautaire, mais il y a aussi un côté vachement start-up, quoi, start-up nation, où il faut presque entrepreneurial, et qui me posait problème. Et aussi le fait que mes compréhensions du monde changeant, et je vais notamment par rapport que ce soit la place de la femme, des sexualités, les causes LGBT, l'avortement, le fait moi j'ai grandi dans un contexte relativement fondamentaliste, très littéral, où on prend les choses au pied de la lettre, notamment dans les textes de la Bible, un milieu plutôt de tendance créationniste, et la Bible, elle est vraie, elle est juste, elle est inspirée de la première lettre à la dernière. Faut pas la remettre en question, il faut la prendre de manière littérale. Évidemment, je précise que ce que je vous partage est à prendre dans un contexte plus large. C'est mon expérience. Il n'y a pas qu'un seul évangélisme. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, non, là, on parle de la dissonance en fait que tu as eu de ce que moi j'ai vécu. Voilà. Et puis il y a aussi le fait que j'ai grandi depuis que je suis toujours dans un milieu assez charismatique. Et pour ceux qui connaissent pas, il y a une grosse emphase sur les signes et les miracles. Et donc du coup, t'es assez souvent hors sol, quoi. Et donc en fait, il y a eu de plus en plus de dissonance cognitive entre mon monde qui s'ouvre et puis cette les valeurs conservatrices qui étaient maintenues, et le fait que tout était tout le temps au service de l'Église comme une entreprise et pas au service de l'humain. En fait, on va me dire que si, mais en fait, in fine, c'était le but, c'était de convertir et de faire croître en tous les l'Église, cas, en fait. Ça répondait pas à tes aspirations, à toi, qui allait vraiment vers l'humain, et c'est ce que tu, tu vivais, quoi. Ben oui, et puis aussi en parallèle, ce que je vivais, et j'en ai parlé sur Sens Créatif et dans mes différents travaux, c'est que j'ai aussi dû apprendre à prendre soin de moi, notamment ma santé mentale. J'ai commencé à faire de la thérapie parce que plusieurs fragilités chez moi se sont révélées. Et oui, on va préciser, c'est pas juste intellectuel. Il y a quelque chose qui te touche aussi sur ton fonctionnement intérieur. En fait, on peut changer intellectuellement, mais quand en fait on est pris dans notre fort intérieur, qu'on se sent coincé avec des mécanismes et qu'il y a des fragilités qui se manifestent et qui me font du tort, aux gens que j'aime le plus, et que je me dis bon, ça suffit, il faut essayer d'aller fouiller là-dessous. C'est là où j'ai commencé à contacter ma vulnérabilité, ce fameux sujet que à droite à gauche j'évoque. Et en fait, quand tu commences à faire ce travail introspectif, psychologique, à rajouter une grille de lecture qui n'occulte pas forcément la première, mais qui en tout cas vient la compléter, en fait, je peux plus continuer d'être dans un trip de toute puissance, de sûr à 100%, oui, la remise en question n'existe pas, enfin, ce genre de choses, alors qu'en réalité, voilà, au moins quand on est artiste, mais c'est aussi le cas quand on est podcasteur, bah non, on remet tout en question parce que justement, les questions sont intéressantes. C'est ça qui me fait respirer, en fait. C'est justement la remise en question. Et puis, le fait de commencer à déconstruire ces croyances, ça m'a apporté énormément d'énergie, en fait. Ça m'a, de souffle, de perspective. C'était une belle chose. Mais je voyais qu'il n'y avait pas de place pour pouvoir aborder ces questions de manière communautaire. Donc, j'ai vécu ça, cette sorte d'émancipation personnelle, de manière très isolée, très très seule, avec mes podcasts et mes livres, quoi. Bah, c'est ça, puis finalement, l'illustration, elle t'a amené à rencontrer plein de personnes qui n'étaient justement pas dans le même milieu que toi, donc de trouver c'était génial. Dans des milieux différents. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ton parcours. Finalement, l'illustration t'amène à ça. C'est une espèce de peut-être de comment je pourrais dire d'huile, tu vois, pour faciliter justement ton émancipation. Oui. Mais ça remplit pas tout. C'est-à-dire que l'envie d'être illustrateur t'amène au besoin de faire un podcast parce qu'il faut que tu poses des questions parce que tu es un illustrateur débutant et tu as besoin de savoir très vite comment ça fonctionne pour que ça marche.
mais ça reste une envie. Et en fait, ça t'amène sur un nouveau besoin. Oui, donc du coup, on revient à ce que je disais au début, mon premier garçon, et le fait que bon, j'ai besoin d'avoir des réponses à mes questions. Est-ce qu'il y a d'autres illustrateurs, illustratrices qui ont vécu les mêmes galères que moi? In fine, dans mes podcasts, la question de base, c'est suis-je tout seul? Vraiment, c'est est-ce que je suis tout seul avec ces questionnements, qui soient d'ordre professionnel ou existentiel? Et donc, je lance Sens Créatif. À ce moment-là, je suis toujours partie intégrante de ma communauté de foi, avec cette dissonance grandissante, mais le fait que j'étais genre, tu sais quoi, vu que depuis que je suis petit, on a toujours reconnu, même là-dedans, mon talent d'artiste et de dessinateur, et on me disait ouais Jérémy, on sent que t'as à cœur le séculier, comme il disait, genre le fait de faire le grand écart entre l'église, entre le sacré et le séculier. Bon, c'est des dichotomies auxquelles j'adhère plus, mais en tout cas c'était. Et donc du coup, on m'a quand même relativement laissé tranquille sur le fait que genre que je faisais carrière en tant qu'illustrateur, que je lançais Sens Créatif et tout. Et donc ça m'a vachement émancipé. Donc c'était chouette. Et puis je crois que je lance Sens Créatif en avril 2019, si je me trompe pas. Et en fait en septembre, je sais plus, en 2020, en tout cas avant le Covid, je décide de faire un break, de ne plus aller. De me distancer en fait du mouvement protestant évangélique. Aujourd'hui, je dis je suis parti au désert. J'ai eu besoin de m'isoler, de me rencontrer, d'aller et vraiment d'embrasser la solitude et le. Alors, faut comprendre que c'est vertigineux quand depuis petit tu grandis dans un contexte où tu es toujours en communauté, enfin toujours, la communauté de vie est très présente. Voilà, elle est là si jamais, voilà. Voilà, toujours. Et puis vraiment, je veux quand même souligner le fait que j'ai été entouré de plein de belles personnes, de personnes qui nous ont aidés très concrètement dans des situations qui m'ont et qui nous ont aidés concrètement dans des situations compliquées. Il y a une très belle solidarité. J'ai eu de très bons amis que j'ai encore toujours pour certains. Mais en tout cas, du mouvement en tant que tel, j'ai eu besoin de m'en distancer parce que ça devenait trop dur. Genre vraiment dissonance cognitive beaucoup trop forte, besoin d'alignement, besoin de... Donc en fait, je décide de ne alors j'ai pas coupé les ponts dans le sens où j'ai dit fuck à tout le monde, pas du tout, mais en tout cas j'ai décidé d'arrêter le dimanche les activités, de m'y rendre. Ça voulait pas dire non plus que je croyais plus à rien, ça voulait simplement dire que j'avais besoin d'un break. Ou en tout cas à l'époque je l'ai pas vécu comme un break, c'était plutôt I'm out of here, peace out. Tu vois, c'était vraiment genre je me casse. Et en fait ce qui est très touchant avec Sens Créatif, c'est que Sens Créatif, surtout en deuxième saison où la communauté s'est fédérée de plus en plus avec le Discord, avec le Patate Club, etc. C'est venu comme une sorte de communauté. J'en avais quitté une très normative, très missionnelle. Osera-t-on dire communauté de remplacement? J'ai pas osé le dire, tu l'as entendu. Mais il y avait un peu de ça. C'est que le milieu de l'illustration est un milieu très accueillant, bienveillant dans sa majorité. Une sorte de bande de joyeux troubadours. Et puis le podcast Sens Créatif me portait. Et puis vu que j'avais un bébé d'1 an ou 2, j'avais pas une marge de manœuvre énorme. Donc en fait, je restais beaucoup à la maison pour m'occuper de mon fils avec ma femme. Et puis faire ces rendez-vous, ces interviews, ça me permettait de quitter ma caverne, d'enregistrer ça, de revenir et puis de les diffuser. C'était génial pour être en lien. Et donc du coup, cette communauté, donc le Patate Club et tout, le Discord, ben c'était super. Après, ce que je vivais, c'était ouais. D'ailleurs, Jérémy, il y a Adèle tout à l'heure dans le chat en fait qui a dit: tes podcasts, Jérémy, m'ont énormément aidé. À présent, je vais a priori bientôt signer un contrat de BD. Un grand merci. Voilà. Bah, c'est trop bien, merci Adèle, c'est hyper touchant. Ouais. Ce qui se jouait aussi pour moi, c'est que à ce moment-là, je sais toujours encore moins quoi faire avec ce bagage-là. C'est-à-dire que au sein de Sens Créatif,
je fais tout pour le planquer. C'est-à-dire que je suis genre, je ne veux pas aborder le sujet de mes croyances religieuses publiquement. Ça me faisait trop peur. J'arrivais Je veux bien pas. parler des pochettes d'albums de rock, mais voilà, ça s'arrêtera là, quoi. T'iras pas plus loin. Ouais, non. C'était déjà qu'avant, quand je me considérais comme évangélique, je me sentais en porte-à-faux, mais là, je me sentais en porte-à-faux partout. C'est-à-dire que je me disais que je me sentais vraiment seul dans le sens où quelqu'un qui n'a pas grandi dans le milieu évangélique, si je lui en parlais, je me disais que il ou elle allait me prendre pour un illuminé, pour un fanatique, pour quelqu'un hors sol. On va pas se mentir, hein, ça peut être vrai. Hein. Oui, tout à fait. Et par moments, pour de bonnes raisons, tu te fais des idées, Jérémy. Non. Mais c'est pour ça que c'était un big deal pour moi de t'en parler à toi et à d'autres aussi quand je savais pas comment on allait réagir. marmonnais le sujet et puis de voir qu'en fait les gens étaient genre, ok, enfin, c'était pas la fin du monde, donc ça m'a conforté dans le fait que je pouvais en parler. Mais quand même, on t'a posé des questions. Quand même. Ouais, mais c'était pas aussi dramatique aussi que ce qu'on m'avait dit, tu vois. Et puis il y avait les personnes issues de ces milieux-là que je me suis dit je peux pas leur en parler parce qu'en fait eux ils vont me prendre pour un hérétique, wink wink, notch wink wink. Et du coup il y avait vraiment en fait je pouvais en parler avec personne. Bon, mais j'avais Sens Créatif, donc ça c'était cool. Et donc ça crée chez toi à ce moment-là une nouvelle dissonance parce que tu te dis mais en fait je vis une nouvelle vie entre guillemets, mais bordel de merde, qu'est-ce que j'assume pas derrière en réalité? Ah oui. Est-ce que c'est ça le... Oui, j'avais des squelettes dans le placard mais j'avais pas les clés de compréhension à l'époque parce que c'est juste que je sentais ce malaise et que j'avais besoin d'être aligné avec moi-même, avec mes croyances. Et donc, du coup, j'avais pas, alors, je suis loin d'être un spécialiste aujourd'hui, mais ce que je te raconte, ça, il y a au moins, je sais pas, 8 ans derrière tout ça où j'ai pu partir de mon expérience pour l'étudier de manière plus collective, plus globale, puis systémique, puis sociétale. Donc aujourd'hui, j'ai un regard beaucoup plus large. Et je le redis, je suis pas un spécialiste, mais en tout cas, j'ai quitté juste ma vision personnelle du truc. En tout cas, à l'époque, j'étais dans une sorte j'arrivais pas à assumer ça. Donc je me suis lancé à corps perdu et dans Sens Créatif. Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, au sein de Sens Créatif, j'ai joué avec les limites, dans le sens où, enfin, les limites. Vas-y, assume. Enfin, dans le sens où, enfin, pour moi, c'est-à-dire que, tu vois, je t'ai dit que au sein de Sens Créatif, j'ai jamais voulu aborder les questions d'ordre spirituel ou religieuse. Et c'est pas le contrat avec l'auditoris. Donc ça se doit d'être respecté. Malgré tout, on m'a fait remarquer plusieurs fois que Sens Créatif avait presque parfois un angle spirituel. Et je comprenais pas, j'étais genre, malgré toi, voilà. Je fais tout pour le cacher et on me sort ce type de terme. Alors on disait spirituel, pas religieux, mais puis aussi, ce qui a fait un peu la force de la saison 2, la saison 1 a été vachement axée plutôt entrepreneurial, comment faire pour gagner sa vie en étant illustrateur et illustratrice. La saison 2, j'ai un peu plus assumé, après avoir fait montre de vulnérabilité, que je pouvais aller un peu plus loin, que le monde n'allait pas s'écrouler si je m'exposais un petit peu. Donc en saison 2, j'ai commencé à aborder des sujets d'ordre de santé mentale, de vulnérabilité, des peurs, de parentalité, de sujets un peu plus intimes. Et c'est là où je me suis rendu compte que il y avait il y avait une réception encore plus forte qu'en saison 1 parce que j'allais sur ces sujets un peu deep. Donc c'est là où j'ai été un peu plus loin dans le fait d'assumer ce côté aussi conditionné par mon éducation et mon contexte, hein, mais mon appétence pour les sujets, gros guillemets, profonds, existentiels, psychologiques, philo, enfin, tout ça. Et donc, c'est ce que nous dit Crocuit dans le chat, c'est-à-dire que la dissonance, elle se fait entre l'idéologie et le spirituel, et du coup le spirituel, il se fait bouffer par l'idéologique, et du coup c'est pour ça qu'on a du mal à en discuter derrière. Exactement. Alors que spirituel finalement est très sain, et je souhaite à tout le monde d'avoir une spiritualité, quelle qu'elle soit, même de croire en rien, c'est une spiritualité pour moi. Mais tout à fait. Mais il faut comprendre que pour moi, spiritualité et religion, c'était du pareil au même, quoi. Aujourd'hui, je fais la distinction entre la spiritualité et la religion. Et les deux sont utiles et les deux peuvent avoir des travers et des dangers. Mais en tout cas, pour moi, j'avais une vie spirituelle. Là où aujourd'hui, je l'ai un peu plus relu et où
j'ai quand même l'impression que c'était peut-être plus de l'ordre du religieux, même si, bon, at the end of the day, tout ça est complexe. Mais et donc saison 3, je commence la saison 3 vraiment avec bon, il y a toute une communauté qui s'est fédérée. Comment organiser ce petit monde? Donc je commence à mettre un accent un chouille plus fort sur le collectif, le travail en groupe, comment se fédérer, comment s'organiser. Et assez rapidement, je pense dans le premier trimestre, je t'appelle et je te dis, Laurent. Oui, Jérémy. Je crois que ça va être la dernière saison de Sens Créatif. Ah là là. Pourquoi? Sachant que t'étais pas encore rentré dans le game, même si t'étais dans les coulisses depuis le début. Et en fait, je suis genre, mais en fait, je suis repu, dans le sens où j'ai pu interviewer plein de personnes qui m'intéressaient, mes héros, mes héroïnes, mes héroïnes. Et en fait, j'ai cette dissonance qui continue de s'accentuer. J'ai ces podcasts, notamment de déconstruction, qui m'ont beaucoup apporté. Il y a peu de choses comme ça en français. J'aimerais bien aller sur ce terrain-là. Et toi, tu me dis, mais Jérémy, va au moins au bout de la saison 3, on finit la série comme une bonne série, puis on en reparle, quoi. Donc, moi, en réalité, j'ai construit la saison 3 comme une porte de sortie. Vraiment comme genre, allez, je le fais bien, je le fais jusqu'au bout. C'est aussi pour ça, notamment que c'est même devenu un principe, en tout cas dans nos activités communes, c'est on fait les choses jusqu'au bout. On essaie de les faire bien, on essaie de les faire jusqu'au bout. Exactement. Et tu vois, en tout cas, je voulais empouvoirer les auditeuristes. Notamment, c'est pour ça que j'avais invité Kylian Talin, qui nous regarde peut-être. Oui, il était dans le chat au début. Ouais. Pour moi, c'était vraiment genre, bon, Kylian, en termes entrepreneurial, il a mieux pensé. Enfin, il est plus calé là-dessus que moi. Donc, en fait, le fait de l'inviter, c'était vraiment un peu en mode, bon, vous le savez pas, les cocos et les cocottes, mais d'ici la fin de l'année, Sens Créatif, c'est fini. Et je crois que Kylian pourrait... Oui, il existe d'autres communautés absolument géniales. Ça pourrait être une communauté qui pourrait répondre aux besoins, notamment entrepreneuriaux et marketing. C'est couillon à dire, hein, mais enfin, quand on entreprend un projet justement où il y a une communauté derrière, on devient responsable aussi du lien qu'on a établi, du lien qu'on a fait pour connecter les gens les uns avec les autres. Effectivement, chacun est responsable de lui-même ou d'elle-même, c'est évident. Mais quand même, il y a ce rôle du leader, quoi. Et tu étais devenu un leader, Jérémy. Oui, presque malgré moi. Bon, oui, j'avais l'impression qu'il était de télévision. Oui, tout à fait. Exactement, bien sûr, Charles. Leader, on va rappeler ce que c'est. Un leader, c'est quelqu'un qui inspire. C'est pas un manager qui gère les gens. C'est quelqu'un qui inspire, qui a un message. Le message, il le porte à quelques personnes. Ces personnes-là deviennent quelque part des ambassadeurs aussi du message. Le prennent aussi à leur compte. C'est comme ça que ce qu'on parlait tout à l'heure. Ce que Derek Sivers explique très bien, c'est comment on génère un mouvement et puis qu'est-ce qu'on en fait après. En fait, ça te dépasse, quoi. C'est-à-dire le projet à un moment te dépasse. Le message et le mouvement est plus grand que Jérémy. Oui. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est que justement, cette histoire de leadership, c'est intéressant parce que en saison 1 et 2, je faisais des monologues. Et c'est drôle parce que une personne qui est dans le chat et qui se reconnaîtra m'a fait remarquer que quand j'ai lancé Sens Créatif, alors que j'essaie vraiment de cacher mon bagage religieux, m'a dit, je le savais, je sentais que tu étais évangélique. Je lui ai dit quand on a papoté elle et moi, je dis mais j'en ai jamais parlé. Elle dit oui, mais ça se sentait dans ce côté hyper enthousiaste, justement un peu à l'américaine, un peu façon DJ Pizza quelque part. Ouais, elle s'est reconnue, ouais. Et très presque too good to be true, quoi. Et c'est vrai, j'étais dans une forme d'enthousiasme, de caricature, un peu de allez, ça va être super, on va faire de la créativité. Moi, je pensais juste que c'était parce que t'étais belge, en fait. Ouais, c'est ça. On peut l'expliquer par plein de choses. Hein. Les Belges, non, enfin, il y a peut-être un peu de ça aussi. Je sais pas. Oui, c'est un peu des fifous. Mais et en fait, j'étais un peu dans cette caricature-là, et je me suis rendu compte. Alors c'est vraiment à mon échelle, d'accord, vraiment à une toute petite échelle en relecture, mais à l'époque ça m'a fait peur
parfois il y avait des personnes, des patates qui faisaient des blagues sur le fait que j'étais leur gourou, leur maître à penser. Ah oui, alors là, ça vient toucher Voilà. excavateur de Jérémy, là. Je sentais qu'il y avait des attentes un peu en mode pyramidal, un peu en mode dis-nous comment faire et tout. Et ça m'a fait peur. Je pense qu'en réalité, c'était à une infime échelle, mais ça m'a gêné parce que moi, j'ai toujours été dans j'ai toujours voulu consciemment, pas inconsciemment, j'avais ma culture de conquête qui jouait contre moi, mais en tout cas au niveau conscient, je me voulais dans une énergie horizontale, collective, où on cherche tous ensemble. C'est pour ça qu'aux grandes dames de certains et certaines personnes qui écoutaient le podcast, j'ai arrêté de faire des monologues parce que je voulais plus me faire gourouiser. J'étais vraiment dans une posture de, je fais des interviews et on cherche tous ensemble. Et puis vraiment avec cette idée de porte de sortie saison 3, je tire ma révérence et je lance un podcast de déconstruction religieuse. Donc, attends, dans saison 3, on est en 2021, je crois. Ouais, fin 2021. Il y a du chemin qui a été parcouru. Et puis, bah, du coup, on arrive fin de la saison 3 et moi, je suis un peu en mode... ouais, puis tu sens que tu sens que là maintenant ça y est, j'ai fait mon tour. T'as adressé l'expérience du podcast, c'est-à-dire que t'as pris tes marques, t'as appris des choses, tu sais comment gérer un podcast. Tu t'es aussi entouré d'une communauté de podcasteurs et de podcasteuses également, ce qui fait que tu as des billes aussi qui te permettent de finalement de prendre position. C'est important, on en parle aussi. Ouais, carrément. Et voilà, puis moi je pense notamment à des personnes comme Fabflo qui sont pas avares de donner d'excellents conseils pour bien gérer un podcast. Fabflo fait partie de ces personnes à qui déjà quand je suis passé sur son podcast Histoire de Daron, ça a été un vrai oui, ça a contribué finalement. En fait, ça a été un moment assez important pour moi parce que c'était la première fois que j'osais en parler publiquement sur un podcast. En fait, j'avais pas prévu d'en parler de ma déconstruction religieuse, mais vu qu'on était là pour parler de parentalité, il m'a posé cette fameuse question de qu'est-ce que tu veux lui transmettre et tout, ou par rapport à ton héritage familial. Ouais. Et là, en fait, étant quelqu'un, comme vous le savez, de relativement premier degré littéral et qui arrive pas à faire autrement, j'étais coincé, j'ai pas donné de réponse évasive et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai l'intention de lancer un podcast sur le sujet, faut bien ouvrir la boîte de Pandore à un moment donné. Ah ouais, qui sait ce qui va en sortir, de toute façon après. Donc, j'ai ouvert la boîte de Pandore, j'en ai parlé publiquement et moi, je suis sorti vraiment de chez Fab sonné. Vraiment comme si je venais de dire un truc absolument énorme. Parce que là, je ne disais pas que j'étais évangélique. Je disais que j'ai grandi là-dedans et que je n'y adhérais plus. Et je savais que j'allais fâcher tout le monde. Enfin, en tout cas, c'était ma perception. Et tes parents, ils ont écouté l'épisode? Oui. Et ça a permis d'ouvrir des conversations assez intéressantes et d'adresser l'éléphant au milieu de la pièce. Et ça a vraiment été finalement une expérience apaisante. Il y a eu une crise, mais qui s'est transformée en quelque chose de relativement apaisant. Je pense que ça a pu contribuer également, d'ailleurs, au fait d'oser aborder le sujet publiquement. Je connais beaucoup de personnes qui sont un peu dans un même vécu que moi, qui sont tétanisés à l'idée d'aborder le sujet avec leurs proches, notamment leurs parents et tout. Bah oui, ça ressemble beaucoup à un coming out, je sais pas si on peut le dire. Tout à fait, oui. Voilà. J'ose pas utiliser ce terme parce que par respect pour les personnes justement de la communauté LGBT, mais c'est un peu vécu comme ça. Donc là, je fais une sorte de coming out en public sur le podcast de Fab, qui est quand même écouté par beaucoup de gens, faut quand même le préciser. Et en fait, j'ai que des bons échos, des gens qui sont touchés, qui trouvent ça trop chouette, des personnes issues de ces milieux-là aussi, qui les oreilles sifflent et qui, en réalité, j'ai été relativement évasif, j'ai pas été trop précis non plus, mais eux, ils ont suffisamment le décodeur pour me questionner dessus. Du coup, ça ouvre un peu le sujet, mais surtout, ce que Fab m'a dit, c'est quand je lui ai dit, oui, en fait, je compte arrêter Sens Créatif pour lancer Hérétique, il m'a dit, mec, mais t'es fou, quoi, tu te rends compte de ce que t'as créé avec Sens Créatif? Faut pas arrêter. Moi, je suis genre, mais oui, mais j'ai fait le tour, en fait. Genre, je vais pas être poussif juste pour être poussif. Et là, il était un peu genre, franchement, réenvisage la chose, reboot-le de manière différente,
et tu peux lancer Hérétique si tu veux. Il m'avait même dit, change le nom de Sens Créatif en Hérétique, et puis tu prends ton audience avec toi. J'ai dit, bah non, en fait, mon audience sur Sens Créatif n'est pas là pour ça, donc je veux la respecter quand même. Mais en tout cas, cette idée d'amener ton audience avec toi. Donc, la suite de l'histoire, on la connaît, mais ça fait son bout de chemin. On avait aussi eu quelques sponsors, donc c'était chouette. Il y avait une sorte de... Économiquement, ça commençait aussi un petit peu à devenir intéressant. Enfin non, si, attends, j'avais eu 2 sponsors, saison 1, saison 3, et le Patreon, la communauté, donc c'est vrai qu'il y avait des choses assez intéressantes qui se profilaient. Puis, je t'appelle et je dis, bon, écoute, est-ce que ça te dit de le rebooter avec moi? Saison 4, donc. Pour moi, t'es mon frère, et donc du coup, c'était genre, on parlait de tous ces sujets existentiels depuis des années à bâton rompu. Pour moi, tu fais partie de ces personnes qui me connaissent le mieux, et donc du coup, j'étais genre, allez, on y va, quoi. Et là, il y a eu cette idée d'ouvrir les sujets, de parler de créativité, de boxon, de transcendance. Parce que heureusement pour toi, je suis complètement fou aussi, et du coup, moi, j'ai aucune limite. Et on s'est dit, bah, hop, allez, on ouvre les vannes, et puis on va vraiment aller interroger les sujets qui nous intéressent, aller voir des gens dans plein de domaines différents pour parler créativité et transcendance. On n'a pas. Alors, on a eu peut-être des soucis de communication et on n'a pas. On s'en excuse. Voilà, c'est non, on s'en excuse pas. Non, on s'en excuse pas. Mais le tour, qui ne sait rien n'a rien. Mais le tournant, on n'a pas très bien géré le tournant, si ce n'est notre duo, quoi. Quelque part, qu'il y avait une énergie assez chouette qui se dégageait. Et puis bon, on a réanglé, on est revenu au bout de, je sais pas moi, un trimestre au métier de l'image. Oui. Ça fait un début de saison 4 assez brinque-ballant. Ouais, mais ça fait des épisodes intéressants qui sont là, voilà. Donc c'est super, ils sont dans le catalogue. Vu qu'on n'est pas dans un trip de pureté, c'est important pour moi justement de m'autoriser des entorses à la règle. Il y a ce début de saison 4 il reste des punks au maximum dans nos choix, et éviter la pureté et toujours rajouter le petit côté punk. Et voilà. Puis, on fait des trucs, puis après si c'est naze, c'est pas grave, on corrige. C'est ça. Puis saison 4, pardon, qui est ce qu'elle est, et donc qui est plutôt chouette. Toi et moi, on cherche nos marques. Et puis, toujours le même questionnement à la fin de saison 4. Je veux lancer mon autre podcast, bordel de merde. Et oui, et tant que tu fais plein de choses à côté, comment tu veux aller sur ton projet de cœur, celui qui te porte vraiment, celui qui symbolise le besoin que tu as, si à côté t'es sans arrêt perturbé. En fait, c'est le problème du flow, hein, le fait d'être investi complètement dans quelque chose pour pouvoir le dérouler, et tu pouvais pas voir le flow quoi sur non, c'était très frustrant. Projet. Surtout que la saison 4, on a aussi eu un super sponsor Patreon. Ouais. Et donc du coup économiquement faut aussi recontextualiser. Il y a eu le Covid et en fait ce sponsor, et moi j'avais mon deuxième enfant qui venait de naître. Ce sponsor a sauvé mon année, vraiment, littéralement. En fait, je n'arrivais plus à dessiner. Il se passait d'autres choses dans ma vie personnelle qui étaient parfois un peu compliquées, et ce qui fait que la seule chose que je pouvais maintenir à flot, c'était Sens Créatif. Et grâce à ce sponsor, financièrement, je pouvais juste sortir 2 épisodes par mois. Bon, on en faisait tout le temps plus, on faisait nos épisodes exclusifs pour les patates et compagnie, mais on a mis la dose. En fait, j'avais plus trop besoin de faire de l'illustration. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est que ah non, je mélange 2 choses, je suis désolé. Il y a eu le confinement en 2020 et puis la naissance de mon deuxième enfant en 2022. Donc en fait, pendant le premier confinement, c'était la saison 2, donc Sens Créatif a pris plus de place, j'avais moins de temps pour dessiner parce que mon petit garçon, il était dans la même pièce que moi et j'arrivais plus à travailler sur ma synthique, il voulait tout le temps toucher mon ordinateur, ma synthique c'était horrible, et en fait tout le monde était en besoin de liens pendant le confinement, donc en fait le podcast a pris plus de place parce que ça avait plus de sens et que j'arrivais plus à dessiner. Et puis après en 2022 on a du coup
La le sponsor voilà, Patreon, c'était le plus gros sponsor qu'on avait jamais eu. On se l'est partagé à deux. Et Sens Créatif qui vraiment vient sauver mon année. Oui, puis vraiment l'impression de faire partie du podcast game. Ça, on va pas se le cacher. Non. Ça nous a fait super plaisir. Et puis de se dire, bah voilà, finalement, bah tous les mentors qu'on a pu aller voir. Et on en a vu pas mal, et toi encore plus. Bah finalement, on est dans leur cours, même si on est encore loin de leur sommet. On est dans leur cours enfin, quoi. Ça y est. Bah oui, pour l'ego, c'est vachement cool. Il y a une forme de street cred, malgré le fait que je pense qu'on reste des. Mais oui, on fait ça qu'une niche avec un sujet finalement qui est particulier parce qu'on peut pas toucher toute la population française avec notre sujet, ça c'est évident. Mais par contre, le créneau que représente Sens Créatif et le service aussi qu'on peut apporter aux auditeurs, aux auditrices, celui-là il est priceless et on y tient plus que tout. Ah oui, en fait c'est vrai que au-delà de ma petite personne, tu l'as dit tout à l'heure, le projet me dépassait. C'est pour ça que j'avais besoin d'aide aussi, que je suis venu te chercher, parce que j'arrivais plus à piloter ce projet tout seul. De toute façon, dans les coulisses, tu m'avais déjà aidé précédemment. Pour préciser, moi, je suis venu de façon complètement inconsciente, mais parce qu'en fait, tu es leader, donc moi, je m'engouffre dans le mouvement en me disant, mais le mouvement est génial, je sais rien faire en termes de podcast, je m'en fous, on y va, je connais un peu le son, mais on va se mettre à fond là-dedans. Ouais, et puis, voilà. Ouais, c'est ça. Toboggan. Puis arrive fin de la saison 4 avec toujours ce désir de lancer Hérétique donc et là du coup on arrive fin 2022 et là est-ce que on pauvre Laurent, il a été dans le suspense plusieurs fois de je vais arrêter Sens Créatif. Ah bah ça a été des discussions, des débats, mais voilà, ce qu'il faut préciser c'est que en fait moi, j'étais tiraillé entre le risque que Sens Créatif s'arrête parce que moi, du coup, je me suis investi à fond dans Sens Créatif, mais aussi par l'importance que tu devais aller vers ton chemin, ton besoin. Vers moi, va vers toi. Et non, c'est vrai, c'est super important parce que sinon, ça remet en question. Finalement, tout ce qu'on vous dit dans Sens Créatif, c'est du pipi de chat. Sinon, on l'applique pas nous-mêmes. Tout à fait. Et voilà, donc ça a été des vraies discussions super intenses, savoir si Sens Créatif continuait ou devait s'arrêter, tout simplement. Surtout que on n'avait plus de sponsors pour la saison 5 et qu'on a vraiment cherché et qu'on n'a pas trouvé et que moi je commençais aussi à être fatigué. Et aussi ce désir croissant, ce besoin croissant de. C'est pour ça qu'on a fait appel à la communauté et que la communauté a été incroyable parce que vous nous avez soutenus à fond et c'est ce qui nous a permis entre autres de justement pouvoir encore faire une saison. Mais du coup Jérémy, toi de ton côté ça remettait encore une année de questionnement par rapport à tes envies, besoins. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc en fait, vu que c'était aussi la crise économique, on y est toujours, mais en tout cas à l'époque, on voyait que les marques, les entreprises soit fermaient, soit devenaient plus frileuses. Et que le podcast, tout le monde trouve que c'est génial, mais finalement, qui sont ceux qui investissent, c'est une autre chose. Et donc, moi, j'étais genre, mais en fait, je peux plus continuer à me cramer comme ça, en délaissant ce truc viscéral qui est en train de mourir à l'intérieur de moi si je l'aborde pas, et qu'il y a plus de rémunération, en fait. Alors évidemment, on le fait pas que pour la rémunération, mais ça entre en jeu en termes d'investissement de temps et de retour sur investissement. Ça me paraît logique. Et ce qui s'est joué, c'est que j'essaie de. On avait. Oui, on vous a sollicité. On a sollicité les auditeuristes pour nous soutenir plus financièrement. Et en fait, on a bien dû se rendre à l'évidence que, en fait, c'était pas notre audience. En fait, on n'a pas forcément un public de gens qui sont dans des commerciaux, des gens fortunés. Et en fait, on se rendait compte qu'on demandait la lune, en fait, et qu'il fallait respecter notre public et avec revoir nos attentes, que pas de sponsor, aucun sponsor allait nous suivre. Donc on s'est dit, parce qu'on est des doudingues, on s'est dit, allez, on y va quand même, avec la force de genre, allez, on va nous suivre, parce qu'on nous a toujours suivi, on va nous suivre. Finalement, on nous a suivis, mais pas
à la hauteur financière de ce dont on avait, de ce qu'on C'était à hauteur de pensait, ce qu'on était déjà, en fait. oui, voilà, c'est ça. Et c'est déjà, enfin, c'était le max du max, en fait. Oui. Et moi, je me suis suffit pour ça suffit pour produire le podcast. C'est-à-dire qu'en fait, cette aide-là, elle est précieuse parce que on a besoin de pour tout ce qui est les frais, les abonnements, les déplacements. Effectivement, ça c'est priceless. et le Mais en temps tout des cas, interviews. pour se payer dessus, voilà, là, c'est de l'argent de poche. Oui, oui, voilà. Donc, c'est se rendre un peu vulnérable de vous parler de tout ça, mais c'est la réalité économique d'un projet entrepreneurial, enfin qui à la base n'était pas, mais qui au fur et à mesure apporte de la valeur et où il y a malgré tout besoin. Voilà, au fur et à mesure, j'ai lancé Sens Créatif, j'avais un bébé d'1 an, aujourd'hui j'en ai 2, et puis c'est de la fatigue, c'est de l'investissement, tout ça. Et voilà, toujours ce questionnement du besoin. Alors, chemin faisant, j'aime bien, c'est une petite phrase un peu désuète. Chemin faisant, c'est un peu comme dans un vieux roman. Chemin faisant, je me suis quand même vachement apaisé par rapport à tout ce nœud existentiel. Je suis passé par des phases de colère, de deuil de qui j'étais, de ce que j'ai pu connaître, de tout ça. La thérapie, ça aide, le temps, les lectures, tout ça. Et en fait, mais malgré tout, pour moi, c'est des sujets qui sont d'une importance capitale. Et en fait, Sens Créatif est venu me montrer que là où il y a des personnes isolées avec les mêmes questionnements, un podcast, c'est un super moyen de provoquer une discussion collective et de fédérer des personnes qui vivent la même chose de manière sympa et enthousiasmante en fait. Et vu que moi, au fur et à mesure du temps, ce qui devenait clair, c'est que moi, ce que j'aime faire, c'est poser des questions, mener des interviews et aussi, et on en parle pendant la quête et sur Sens Créatif aussi, c'est de pas fuir devant la facilité. C'est-à-dire que quand au fur et à mesure du temps, moi, je suis convaincu que je suis un bon illustrateur, mais je suis un meilleur intervieweur. Il y a une valeur ajoutée. Quand quelque part tu prends plaisir, quand tu te sens dynamisé par ce que tu fais, qu'il y a un retour, un écho, qu'on te renvoie le fait que merci, ça fait du bien et tu fais ça bien. En fait, c'est pas de la fausse modestie que de dire je fais des bonnes interviews. En fait, c'est presque c'est difficile. Ça a aussi été un cheminement d'accepter le fait que oui, en fait, je me suis construit c'est pendant la fierté de l'artisan. Ouais, mais faut comprendre que j'ai vécu quand même malgré tout un conflit de loyauté, qui est que j'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai lancé Sens Créatif, je crois que j'avais 30 ans. Je me suis construit pendant 30 ans avec cette image d'artiste, d'illustrateur, et j'ai accompli ce fantasme quelque part en tant qu'illustrateur, en ayant des clients que j'ai toujours voulu avoir, en ayant un agent, en fédérant, en créant un podcast sur l'illustration, s'il te plaît, où j'ai pu aller rencontrer tous mes héros et mes héroïnes et avoir de la gratification, des accolades. On me reconnaissait dans le milieu grâce à ça. Et puis de me rendre compte que peut-être que que ce sujet m'en a apporté un autre et que justement je me rendais compte que c'était les limites de Sens Créatif, que ce serait malhonnête d'aborder le sujet du religieux sur Sens Créatif. Vous n'êtes pas là pour ça. Moi non plus d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est une vraie récréation et un vrai plaisir. Mais ça l'a toujours été, mais ce que je veux dire, c'est que c'est au fur et à mesure plus devenu une sorte de récréation avec des enjeux peut-être moins forts que ce que je pouvais ressentir au début avec Sens Créatif et où mon enjeu, il s'est déplacé. Et en fait, attends, j'ai perdu le fil. Mon enjeu, Ah non, je passe. Oh là, je voulais pas la faire. Ça y est, elle est faite. Oui, en fait, donc simplement, je voulais, j'avais besoin j'avais besoin de trouver un moyen. Oh oui, voilà, pardon, j'ai retrouvé mon fil. C'est d'assumer le fait que, moi, ce qui me fait kiffer, j'aime faire des belles images, mais j'aime surtout être en lien avec les autres et de pouvoir fédérer et de créer un mouvement et de poser des questions parce que ça m'aide moi et ça aide des autres. Et donc, fin 2022, je décide de dire, bon, 2023 sera l'année où je sors Hérétique.
Mm. Et tu as tenu ton pari. Tu as tenu le challenge. J'ai tenu mon pari, mais du coup, toujours, les enjeux professionnels et économiques étant ce qu'ils sont, je réitère pour la saison 5 de Sens Créatif, finalement, moi, je commence en parallèle à faire des interviews pour Hérétique. Et puis on s'organise aussi pour que tu aies ce temps-là pour le faire. Donc moi je prends aussi plus de responsabilités au niveau technique, ouais. Et pour te libérer justement ce temps-là, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire sur Twitch. On le fait à distance pour éviter aussi les transports, oui, trop de déplacements. Et puis je rappelle, bon, maintenant il a 2 ans, mais à l'époque il avait 1 an, mon deuxième. Donc toujours d'être éparpillé comme ça dans les transports en commun, dans le train, pour faire des interviews, ça devenait fatigant. Même si, honnêtement, rien ne remplacera une interview en présentiel qu'en distanciel. Mais c'était le deal pour que Sens Créatif continue. Et là, en fait, on se rend compte que économiquement, nos attentes vont pas être rencontrées en termes de sponsors ou de financement participatif. J'investis du côté d'Hérétique et plus l'illustration. Et donc, en fait, en 2023, je décide vraiment, c'est l'année où je fais plus d'illustration. C'est-à-dire que j'honore encore toujours une commande en illustration qui dure depuis un bout de temps. Mais c'est tout, en fait. J'accepte plus rien d'autre pour me focaliser sur Sens Créatif, Hérétique. Et ce qui s'appelle faire de la place pour ton besoin, pour le projet. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choix à faire. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout faire. On peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. Mais si on n'a pas le temps de tout faire correctement, à quoi ça sert? Donc, on est amené à faire des choix. Surtout aussi que quand on essaie aussi de conjuguer une vie de couple, une vie parentale, enfin je veux dire moi mes enfants, mon épouse, c'est in fine ce qui est le plus important pour moi. Donc je veux dire ces sujets-là ils sont super importants pour moi vraiment de ouf. Mais je veux pas mourir quoi. Genre j'ai besoin de souffler en effet. Donc comme tu l'as dit, j'ai fait de la place. Mais faut quand même comprendre que c'était flippant, dans le sens où, en janvier 2023, je gagnais un quart de ce que je gagnais en 2022. Alors, j'avais de l'argent de côté, qui me permettait de voir venir. On m'avait dit, oui, il va y avoir des fondations, on va chercher des fonds et tout. Mais malgré tout, t'es un peu ce projet me tient à cœur, mais au point de refuser des contrats d'illustration et le fait le sponsor s'était arrêté à la fin 2022 et tout ce que j'avais, c'était vous les patates quoi. J'avais que ça. Et donc en fait, mais pour moi c'était sûr, Hérétique sortirait à la rentrée 2023. Donc Hérétique, c'est si tu peux nous pitcher un petit peu le projet d'Hérétique, parce que moi il a vécu aussi plusieurs synopsis et oui. le synopsis tel qu'il est maintenant, donc Hérétique est sorti. Il y a combien d'épisodes déjà qui sont sortis? Il y en a 5 qui sont sortis. Il y en a 5 déjà de sortis. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire le pitch d'Hérétique? Oui, Hérétique, c'est le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Donc avec une spécificité très propre au protestantisme évangélique, et tout comme Sens Créatif, c'est une quête personnelle, c'est-à-dire que je suis absolument pas objectif dans le sens où je vais démêler mes propres nœuds spécifiques à un certain évangélisme, pas tous évidemment, même s'il y a des choses qui se regroupent, mais qui se recoupent, mais c'est quelque part faire sens de mon histoire que j'ai déjà pu démêler quand même malgré tout un peu par le passé, mais c'est de le faire en public et d'envoyer le signal. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'en fait, des contenus comme ça en français, il y en a très très peu, de manière populaire et en podcast. Il y a des trucs très intello, très plus littéraire. Voilà, théologie, littéraire, mais pas trop accessible en fait. C'est le podcast que j'aurais aimé avoir quand j'étais. Aujourd'hui, parfois on me pose la question est-ce que je suis toujours en déconstruction? Alors, parfois, je me considère en post-déconstruction parce que je suis plus forcément obsédé par tout ça, dans le sens où j'ai
un peu fait le tour de mes questions et je suis plutôt satisfait de là où ça m'a donné un élan suffisant pour continuer dans la vie. Mais en même temps, pour moi, c'est un processus constant. On déconstruit, on reconstruit constamment. C'est le mouvement, quoi. C'est l'équilibre, c'est le déséquilibre. C'est juste le fait de respirer, en fait. C'est le fait de pas s'asseoir sur ses certitudes et simplement de bouger, quoi. Donc oui et non, en fait. C'est juste que aujourd'hui, j'ai juste décidé d'aborder tous ces sujets qui m'ont occupé toutes ces dernières années, mais publiquement. Et ça fait vraiment un bien fou de voir que beaucoup de personnes sont dans le même cas et que donc mais ce que j'aime aussi dire, et je pense que certaines personnes qui écoutent Sens Créatif, qui ont également écouté Hérétique ou certains épisodes, le confirmeront, j'aime bien cette phrase qui dit dans le spécifique réside l'universel, c'est-à-dire qu'il y a une spécificité propre à mon histoire avec un voilà. Mais tout le monde peut s'y retrouver. Quelqu'un me disait que finalement, Hérétique questionne la place des croyances et de nos idées, de nos systèmes de valeurs et comment est-ce qu'on se les approprie et comment on les fait siens, en fait. Comme un héritage et comment est-ce qu'on le transforme, en fait. Et en ça, n'importe qui peut s'y retrouver. C'est comme si vous regardez la série Unorthodox sur Netflix, vous n'allez pas vous dire, ah, c'est pas pour moi, je suis pas juive hassidique. Ben non, en fait, c'est une histoire. C'est une histoire et, en fait, le fondamentalisme, les dérives, l'autoritarisme, les croyances, finalement, ça s'adresse à tout le monde. J'ai vu vraiment un passage super. Je crois que c'était sur C'est à vous cette semaine. C'était un prof d'histoire qui est maintenant animateur, journaliste, qui expliquait qu'en fait à l'époque il avait amené ses élèves à Auschwitz pour un voyage justement. Pour se documenter, pour s'instruire sur le passé de la Deuxième Guerre mondiale et donc de la déportation et notamment le génocide juif et son élève en fait c'était un jeune des cités donc d'origine africaine et il avait dit à l'aller du voyage il lui disait je kiffe qu'on fasse ce voyage-là parce que je vais apprendre des choses, mais moi c'est pas mon histoire. Moi mon histoire c'est l'esclavagisme, c'est tout ce côté-là quoi. Et au retour du voyage, le jeune retourne voir le prof et lui dit en fait je crois que j'ai compris en fait c'est mon histoire aussi. Ah bah oui. Et en fait voilà le fait simplement de se dire en fait l'universalité, elle se crée justement dans les spécificités et c'est parce qu'on voit plein de spécificités différentes que du coup on capte en fait le big project en fait qu'est-ce que c'est vraiment l'humanité en soi et on peut être touché par des choses qui sont complètement étrangères à notre vécu. C'est ça qui est formidable, c'est notre capacité à recevoir. Finalement, ce que j'essaie de faire, c'est comment ma petite histoire, et c'est l'invitation qu'on fait avec Sens Créatif avec toutes les personnes, c'est comment votre histoire, comment la mienne s'inscrit dans la grande histoire. Et si finalement on met ça en commun et qu'on va fouiller, qu'on cherche et en fait, on peut faire sens collectivement, même de l'autre, en fait, supposons qu'on n'a pas grandi dans un contexte religieux fort, mais que je sais pas, supposons que vous voyez une émission prenons pour l'exemple les évangéliques et que ça vous dit rien, mais que supposons que vous écoutez le podcast, ça vous donne des clés de compréhension que vous pouvez ensuite appliquer à d'autres personnes, d'autres traditions ayant grandi dans des milieux conservateurs relativement fermés ou très communautaires en fait. Donc du coup, en fait, il y a toujours plein de choses qu'on peut prendre. Et je rebondis juste, je me permets sur un commentaire dans le chat, quelqu'un qui dit qui écoute Sens Créatif, pas Hérétique, pourtant elle a un intérêt et je la connais, je sais, pour les deux sujets, mais elle dit que dans Sens Créatif il y a une direction et que dans Hérétique elle a peur de rester coincée dans le rond-point. Ce que je peux comprendre, où il peut y avoir la peur de genre on va juste déconstruire et c'est tout. Alors que en réalité, mais j'en suis qu'au début du projet, le but c'est également d'aller quelque part. Mais que pour quelque part aller quelque part, c'est comme quand on va chez le médecin, on a besoin de dire là où ça fait bobo, on a besoin de faire un constat pour ensuite alors qu'est-ce qu'on propose. Et c'est là où mon deuxième nouveau podcast entre en jeu. Protestante, dans le sens où avec un point d'exclamation. Avec un point d'exclamation. Là où hérétique, c'est un point d'interrogation.
qui est vraiment hérétique? Est-ce que c'est celui qui pose des questions ou est-ce que c'est celui qui refuse la remise en question? J'aime toujours bien rappeler que les pères de la réforme dont se revendiquent les protestants évangéliques étaient considérés comme des hérétiques et que, a priori, l'homme ou le fils de Dieu qui, a priori, serait le haut fondement, a priori, de ce mouvement-là, a aussi été pris pour un hérétique. Ça lui a coûté la vie, d'ailleurs. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, Blast a fait d'ailleurs un super, je l'ai pas encore regardé, mais c'est vachement intéressant ça s'appelle Jésus contre le christianisme. Ça a l'air super intéressant. Le titre est canon. Ouais. Et puis Blast, ils font toujours du bon boulot. Enfin, pour ce qui me concerne. Le titre est canon. Ah, mais moi aussi, je fais des jeux de mots. Voilà. Ah oui, Blast, boum. Et oui. Et donc, j'ai conscience aussi que déconstruire, ça peut faire peur. Notamment pour les personnes qui, comme moi, ont grandi là-dedans. C'est malgré tout, on dira ce qu'on veut, un cadre clair, net, précis, sécurisant, structurant, qui, quand on se frotte à la complexité de la vie, devient vertigineux et peut faire peur. C'est ce que j'ai vécu. Parce que mon monde s'est complexifié. Ce qui est normal. C'est la vie. Mais quand quelqu'un vient poker comme ça à des certitudes, avec un podcast intitulé Hérétique, avec une com un petit peu gentiment provocatrice, j'ai conscience aussi que l'audience que je veux adresser sur ce sujet-là est peut-être un peu tatillonne, éventuellement. Et je le fais à raison. C'est-à-dire que c'est intitulé Hérétique parce que si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est dans le titre, en fait. Genre, si vous pensez que ça va trop vous challenger, que ça va trop vous bousculer, vraiment, n'écoutez pas. Le titre est là pour vous dissuader. Genre, et si vous écoutez et que en cours d'écoute vous êtes genre c'est vraiment une bande de païens, genre de faux chrétiens, j'en sais rien, genre c'est des hérétiques finis. Je suis genre je t'avais prévenu, hein, c'est dans le titre. Que les personnes qui écoutent, et en fait la plupart du temps c'est ce qu'on me fait, le retour qu'on me fait, et on se réinvente pas, je suis qui je suis. On me dit en fait ton contenu il est beaucoup plus doux que ta com. Et en fait, ben oui, enfin je reste Jérémy, enfin je veux dire, je vais pas commencer à me transformer. C'est punk bisounours, je vais pas me transformer en je sais pas quoi. Donc en fait c'est juste histoire c'est le premier pas qui coûte quoi. Bref, mais malgré tout, j'ai conscience que et j'en suis convaincu qu'on peut pas rester que dans ce rond-point à laquelle fait référence la personne dans le chat. Il faut aller quelque part aussi. Aujourd'hui, je vais quelque part. Quelqu'un m'a dit je comprends, tu fais pas un aller-retour, tu vas quelque part. Je dis mais oui, je vais quelque part. Et même si je suis passé par une phase de je suis plus sûr de m'identifier comme chrétien, etc. Et je me considère en tout cas plus vraiment plus évangélique, c'est trop dur pour moi à porter comme étiquette. Je garde une affection pour ce milieu-là. C'est comme la famille, hein. On a une sorte de love-hate relationship par rapport à nos proches, quoi. Mais il y a quand même du love. Et je continue de les côtoyer de temps en temps. Et j'ai conscience que on peut pas juste rester dans la déconstruction. Et c'est en ça que Protestante est venue apporter une autre réponse, qui est un des sujets qui fâche souvent quand on déconstruit, en tout cas d'un point de vue religieux, c'est la place de la femme. On est en 2023, 4e vague féministe incontournable, et donc du coup le féminisme et la place des femmes au sens large se doit d'être questionné. Et on va dire que, et du coup c'est là où ça rentre en parallèle avec mon besoin, mon tournant en tant que podcasteur plein temps, c'est que en cherchant des fonds, je croise du coup la Fondation Bercier, qui est une fondation protestante, et qui me disent, mais en fait, toi tu viens nous voir parce que tu veux de l'argent pour ton projet hérétique, mais nous on cherche un responsable pôle podcast. Et moi je suis genre, non, en fait, moi je veux faire mon podcast hérétique, en fait. Ouais, t'étais dans ton idée là, fallait pas t'en sortir. En plus, t'avais mis du temps à pouvoir la mettre en place. Donc 3 ans, s'il te plaît, quoi.
te retitiller encore avec d'autres perturbations, ça va pas. Sauf que, mon coco, le monde est chaos, le monde est plein de perturbations, le monde est plein d'opportunités à saisir. Exactement. Et je me suis dit, Jérémy, sois pas bête. En fait, pourtant j'ai résisté. Sur et je dis, en fait, t'as une super opportunité. Tu peux être rémunéré. Ça vient rassurer quelque part le besoin économique. Ça te permet de faire du podcast à temps plein et ça te permet de continuer à investir les sujets qui t'intéressent. Parce que c'est formidable en fait d'être la Fondation Bercier et ses regards protestants qui en fait partie, et c'est un portail média protestant, donc autant luthéro-réformé que évangélique. Et donc du coup je reste dans ce monde-là, mais ça me permet de continuer d'explorer en fait. Et moi je leur ai dit, le podcast c'est le média de l'intime. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de questionner les personnes qu'on n'entend pas suffisamment. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, c'est grosso modo ce qui m'intéressait. Et donc, le projet sur les femmes a tout de suite été pris, à juste titre, parce que certes, ça a le vent en poupe, mais j'ai envie de dire qu'il était temps. Et en fait, c'est un des sujets que je veux aborder sur Hérétique, mais zoomer au titre d'un podcast, en fait. C'est-à-dire que la question de la place des femmes, les questions d'ordre plutôt féministe et compagnie, j'ai décidé du coup de l'aborder pour Regard Protestant. Donc c'est moi qui l'ai proposé, mais c'est produit par eux. Et à côté de ça, je produis d'autres podcasts pour eux. C'est pas moi qui les mène, mais je deviens presque je suis une sorte de chef de projet en fait. J'accompagne des journalistes ou des podcasteurs ou des podcasteuses pour produire du contenu pour eux. Et c'est super. Je me transforme en directeur artistique. Je fais bosser les copains. J'ai fait bosser. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. En plus. Alors, il y a qui? Alors, voilà. Donc déjà, toi, t'as fait le générique de Protestante. Vous savez pas peut-être, mais c'est aussi Laurent qui a fait le générique de Hérétique. J'ai fait bosser Fortifem sur la vignette de Histoire de la France protestante et Histoire des femmes protestantes, qui est un podcast historique qui va sortir très prochainement. J'ai fait bosser Tom Bornarel, aka Death by Coffee. Si vous connaissez pas son taf, allez voir sur Instagram, on mettra les liens. C'est lui qui a fait la vignette d'Hérétique également. Et en fait, j'ai d'autres projets Et tu n'as pas cité Anna Vanda? Pardon, non, excuse-moi, bien sûr, évidemment, Anna Vanda Gogusset, qu'on a aussi reçu sur Sens Créatif et qui a fait la vignette de Protestante. Pour moi, c'était incontournable. On va faire un podcast sur les femmes. On va, entre autres, pas que, mais aborder des sujets liés au féminisme. Je précise que c'est pas un podcast féministe dans le sens où il est pas militant. Ce sont des portraits de femmes protestantes engagées et donc où on aborde leur vie, mais aussi leur combat. Je pense qu'il est, peut-être que j'ai pas suffisamment une bonne compréhension du féminisme, mais je pense qu'il est féministe en ce qu'il met en avant des femmes, exclusivement des femmes. Mais c'est pas un podcast de lutte dans le sens où c'est plutôt un podcast engagé que militant, dans le sens où j'écoute et je suis dans une posture différente d'Hérétique. Sur Hérétique, je donne beaucoup plus mon avis. Je suis vraiment à 60-40 sur Hérétique. Là où sur Protestante, je suis à 10-90 quoi. Genre, je suis vraiment dans l'écoute active et je fais en sorte que ces femmes se racontent. Et on va autant aborder des questions liées à la spiritualité que au féminisme, que à l'écologie, que à la diversité, que à l'inclusivité. En fait, ce sont les gros enjeux sociétaux. Quelque part, le pitch, c'est donc le premier podcast grand public qui part à la rencontre des femmes protestantes engagées. Et quelque part, c'est est-ce que la pensée et la spiritualité protestante pourraient apporter une réponse aux enjeux sociétaux actuels. Et moi, je trouve qu'elles ont une pensée absolument formidable et hyper intéressante. Surtout, faut du coup, pour boucler la boucle, après plusieurs années au désert, ça fait plusieurs années que j'explore la tradition protestante réformée, qui est différente de celle que j'ai connue. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça me réconcilie. Et en fait, évidemment, je vais, d'un point de vue personnel, beaucoup questionner des femmes issues de là. Pas que, j'interviewe également
des femmes évangéliques qui ont des choses importantes et intéressantes à dire également, parce que moi je suis pour la multiplicité et de points de vue, hein, une société plurielle et ouverte. Et c'est comme du petit lait, quoi. Ça me fait, ça fait, enfin, peut-être un mauvais jeu de mots là, mais ça me fait du bien, quoi. Mais quel bavard, c'est pas possible. Merci Jérémy pour ce tour d'horizon de tes nouveaux podcasts. Je trouve vraiment génial le lien qui est fait finalement avec tout ton aventure, tout ton voyage avec Sens Créatif. Et c'est pas déconnecté pour le coup, tu vois, il y a une vraie logique qui t'amène à tout ça. Et voilà, moi je kiffe ton voyage en tant que voilà. Je suis parti d'un peu de la team aussi. Alors non, ma caméra elle est là, bang, hop, je fais partie un peu de la team, mais je t'observe finalement de loin sur ton navire là, sur ton chalutier. T'es parti à la pêche au gros là. Et non, vraiment c'est super intéressant. Alors la question c'est que qu'est-ce qu'on fait de Sens Créatif maintenant, Jérémy? Maintenant que le bazar, rien à foutre. Alors voilà, c'est le problème. Je savais qu'elle allait me dire ça aujourd'hui. Non, on en a déjà parlé en fait. On vous mène en bateau dans son chalutier. Voilà, on a réfléchi à tout ça en fait. Et on a une bonne nouvelle à annoncer pour la suite de Sens Créatif, Jérémy. Ça va continuer. Eh oui, c'est reparti pour une 6e saison. J'espère que vous êtes heureux d'entendre ça. Non, vous avez eu peur, mais on va pas vous mentir. On a vraiment envisagé d'arrêter vraiment pour de bon cette fois Sens Créatif. Voilà. On était à ça quand même. On était vraiment à ça. On n'a jamais été aussi proche de décider. Mais en réalité, ce qu'on a eu besoin de faire, c'est le temps. Le temps, il a parlé pour nous. On avait besoin finalement d'explorer tout ce qu'on avait exploré. Donc ça veut dire aussi la quête qu'on mène de front en ce moment avec Kylian Talin. On avait besoin de vivre cette nouvelle aventure de la quête. Jérémy avait besoin de sortir ses podcasts. C'était vital. S'il les sortait pas, il y avait un problème. Fallait accoucher des podcasts, tout simplement. Maintenant qu'on a franchi toutes ces étapes, en fait, on se rend compte que Sens Créatif fait partie de l'écosystème. La quête, on kiffe. On trouve que c'est un super format. C'est l'incarnation absolue de tout ce qu'on a toujours voulu avec Sens Créatif. Et on a envie de le partager à d'autres personnes. On a 87 personnes qui sont embarquées avec nous dans l'aventure de la quête pendant 2 mois. Donc, je répète, la quête, c'est un bootcamp sur l'entrepreneuriat et la créativité. Et donc, il y a une partie des aventuriers, des aventurières, comme on les appelle, qui viennent du cercle des créateurs de Kylian Talin, et une partie qui vient de Sens Créatif. Puis aussi une petite partie de personnes curieuses qui sont tombées sur notre plan marketing qui a fait son œuvre, dont on est très fier. Et voilà, donc si on peut continuer à proposer ce format-là, qui est assez prenant, en gros, on peut en faire que 1, voire 2 max par an, ça sera sûrement que 1. Et ça, pour le faire, on a besoin de Sens Créatif, parce que derrière, c'est vous, c'est sans vous, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de Discord, il n'y a pas d'esprit Sens Créatif, il n'y a pas de patate, il n'y a pas de patate club, etc. Donc, en fait, on a envie que tout ça continue. Et puis, ce qu'on transmet aussi au travers de nos épisodes, c'est cet esprit d'entrepreneuriat qui est important, à mon sens, à prendre en compte, même quand on est artiste, même on se sent purement créateur, une créatrice. Si on met ça de côté, c'est difficile finalement de transformer les rêves qu'on a. Et dans finalement le contexte actuel, le monde tel qu'il il est en train de se transformer. Sinon, si on se transforme pas, ça va être compliqué de continuer à être des artistes bohèmes et de pouvoir faire vivre notre art, nos idées, notre créativité, nos histoires et nos messages en fait. Et donc nous on veut incarner ça. On veut incarner ça en faisant à fond. Et voilà pourquoi Sens Créatif doit continuer. Alors évidemment, on fera en sorte que ça soit vivable et réalisable pour nous. Donc on va repenser à nouveau le format. Vous inquiétez pas, vous serez pas dépaysés. Il est probable qu'on arrête peut-être de diffuser en direct sur Twitch. Donc là, profitez-en. Ce sont peut-être les derniers moments sur Twitch avec nous. Il reste encore toute la fin de saison. Mais voilà, peut-être revenir à l'essence de ce qui faisait Sens Créatif, et puis peut-être vraiment de pousser les choses vers aussi plus d'ouverture sur le mentoring, sur ce qu'on peut apporter globalement aux personnes. Voilà. Jérémy, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça? Qu'on vous aime, les patates, et les non patates aussi, on vous aime. Non mais si, et surtout
C'est une sacrée aventure. Et aujourd'hui, pour ma part, je fais de l'interview à gogo. Je fais genre 2 à 3 interviews par semaine. Et on a frappé à la porte chez toi. Yes. Et en fait, ça me plaît tellement, en fait. Et est-ce que je ferais plus d'illustrations? Pour moi, c'est toujours dans ma boîte à outils, en fait. Mais c'est vrai que dans la période étant, mener 3 podcasts, plus un bootcamp, plus plein d'autres trucs, ou ma vie de famille et tout, ça m'occupe bien. Et puis c'est chouette aussi, finalement, d'avoir quelques jours comme ça, parce que oui, je l'ai pas dit, je bosse à mi-temps, du coup, à temps partiel pour la fondation en question. Et donc, du coup, ça m'apporte une stabilité qui, après 10 ans en tant qu'illustrateur, ça fait du bien aussi, et pour pouvoir mener mes projets entrepreneuriaux à côté et permettre à Sens Créatif, à Hérétique, d'exister, qui sont des projets de cœur. Et on a aussi abordé ça sur Sens Créatif et dans la quête, c'est comment trouver l'équilibre entre finalement l'entrepreneuriat et puis l'artistique. On peut mélanger les deux aussi, évidemment, mais parfois il faut être sur plusieurs vitesses pour permettre à l'un projet d'exister de l'autre. Et c'est ça aussi, nous on utilise souvent ce terme-là avec Laurence, c'est le fait de quitter la pureté absolue, l'alignement en tout point. C'est que par moment on a besoin de faire des pas de côté. Et personnellement, si j'avais pas fait ce pas de côté, je me serais fermé à, comme tu disais Laurent, à des opportunités, à des possibilités. Oui, Et finalement, c'est une invitation à chacun, à chacune, en fait, parfois c'est devant nos yeux et on le voit pas. Et, mais donc voilà. Moralité, merci. quand on adresse son besoin, Oui. Du coup, on s'ouvre le champ des possibles. Et parfois, adresser son besoin, ça prend énormément de temps. Ouais. Genre, je pense que mon histoire, quelque part, l'incarne en partie, c'est que ça demande beaucoup de temps mais si on est sur ce chemin de connaissance de soi, si on suit son petit fil d'Ariane, au fur et à mesure du chemin, ça devient plus évident. Par contre, ce qui est difficile, c'est quand l'évidence s'invite et qu'elle est là devant nous et qu'on peut pas l'éviter. Moi, je le dis souvent, l'obstacle et le chemin, ça a été un vrai mind shift. Le fait de me rendre compte que, Jérémy, en fait, tu tournes autour du pot, tu abordes tous les sujets qui t'importent, sauf celui qui est le plus essentiel pour toi, en tout cas. À un moment donné, va falloir là y rentrer dans ta caverne de l'Empire contre-attaque là, parce que si tu continues de tourner autour, ça commence à devenir lourd, quoi. Et voilà. Voilà. Comme dirait Derek Sivers, anything you want. Anything you want. Et du coup, on va bientôt sortir l'annonce, mais cette saison 5 se terminera en beauté le 6 décembre à la Slow Gallery à Paris à partir de 19h. Exactement. Et là, on vous annonce du coup les personnes qu'on va recevoir. Donc, il y aura le duo Gros-Duc et Boucard, qui ont un univers absolument formidable, très marrant, irrévérencieux, très joyeux. On aura Pierre-Emmanuel Lié, qui est un auteur-illustrateur plein de poésie et d'une sensibilité folle. On aura aussi Yukiko Noritake. Voilà. Qui fait une superbe expo d'ailleurs en ce moment. Ouais, avec qui a un univers très luxuriant, donc c'est très beau. Oui, d'ailleurs, il a travaillé pour Pierre Hermé récemment. S'il vous plaît. Gros client. On aura aussi sûrement une petite exposition, une mini exposition rétrospective un petit peu des vignettes de Sens Créatif et puis quelques petites surprises. Quel bonheur de retrouver Lamia et Cyril à la Slow Gallery. On est toujours bien reçus. Voilà. Exactement. Donc, franchement, si vous êtes sur Paris et même si vous n'êtes pas sur Paris, venez faire la fête le 6 décembre pour fêter encore une dernière saison, enfin une nouvelle saison. Et puis verra en 2024. Donc, on va un petit peu revoir la formule, mais c'est pour clore ensemble ce chapitre. Et on veut faire un peu un gros bœuf comme ça. Et en effet, c'est là où j'ai enregistré mon premier enregistrement en public et là où on veut clore cette saison 5. Donc vous êtes toutes et tous invités à venir. Soyez là. Et puis aussi aller jeter un petit coup d'œil, une petite oreille
à mes autres podcasts si ça vous intéresse. Et les derniers épisodes de Sens Créatif, on aura qui comme invité? Donc il nous reste encore un épisode. Je crois que je me trompe dans les dates, mais je pense il reste un épisode avec Christian Junot qui vient nous parler de la question du rapport à l'argent. Ouais. Et on a également un épisode avec le duo Isinori et on remet le couvert avec eux. Oui. Alors Christian Junot, ce sera sur Twitch. Et Isinori, par contre, on l'a enregistré dans mon salon, là, juste derrière moi, sur le canapé jaune. Donc celui-là, donc il n'y a plus que la semaine prochaine où ce sera sur Twitch. Eh ben oui. Après, on revient un petit peu à l'ancien format. Voilà pour ce qui nous attend pour la fin de cette saison 5, sachant qu'on est encore toujours, toi et moi, très occupés jusqu'au 10 décembre avec la quête, qui nous occupe bien, qui nous plaît beaucoup. Et voilà. Maintenant, vous savez tout. Vous savez tout, les coulisses de ce qui se tramait quelque part en parallèle et à voir comment ça rentre en écho, en résonance avec vous, avec votre propre cheminement, avec votre propre histoire. Ah oui, vous pouvez nous envoyer des messages pour nous en parler. Est-ce que de votre côté aussi il y a ces questionnements-là? Tout ça nous intéresse énormément et c'est pas impossible que ça soit une des thématiques aussi de la prochaine saison. Voilà, on va aller chercher des choses comme ça. Voilà, dans le spécifique Résil universel, on peut tous se projeter dans l'histoire en partie de l'autre. Et finalement, c'est tout notre propos. Voilou. Et ben voilà, on se dit à la semaine prochaine avec Christian Junot. Ouais, et tout puis merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous sur Twitch. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Ça marche. Outro. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout n'oubliez pas, Everything is connected!